Bonjour à vous. Merci de partager ce moment avec nous. Voilà, il est 15h02, je vais donc démarrer. Donc, je suis Denis Félicité Zulma, je suis chargé de projet, plus particulièrement axé sur le développement des affaires au sein du département information sur les marchés. Je suis basé à Rungis, au siège de l'association Coléadé, bureau historiquement situé sur le marché international de Rungis, à 10 km au sud de Paris, si certains ne le connaissent pas. C'est l'un des plus grands marchés de gros au monde. Le département donc information sur les marchés vous remercie de votre présence pour ce webinaire qui est consacré au retour des salons internationaux de 2024 auxquels le Coléadé a participé. Concernant les aspects pratiques, nous informons que le webinaire est enregistré, que la présentation et l'enregistrement vous seront transmis d'ici quelques jours. Donc, c'est pour ceux qui prendraient le webinaire en cours. Donc, nous allons remettre cette information, mais il n'y a pas de souci, on vous les transmettra. Votre micro a été désactivé le temps de la présentation. Il sera remis en fonction au moment des questions-réponses. Nous vous invitons donc à écrire vos questions dans le chat et nous essaierons d'y répondre au plus vite, ou nous y reviendrons lors de la session de questions-réponses à la fin du webinaire. Il y a déjà un certain nombre de questions qui nous ont été envoyées lorsque vous vous êtes inscrit au webinaire. Pour le bon déroulement de cette session, lorsque vous prendrez la parole, nous vous demandons d'éloigner ou de mettre en silencieux votre téléphone portable. C'est pour le confort d'écoute pour tout le monde ou toute autre sonnerie sur votre ordinateur. Et pour la prise de parole, il vous suffira donc de cliquer sur la petite main que vous avez au bas de votre écran et de la baisser lorsque vous en aurez terminé. Donc, ce webinaire se déroulera comme suit. Donc, je vais faire la présentation du Coléadé et du département information sur les marchés. Puis, Alexandra Waflar vous apportera une vue d'ensemble des tendances observées et des informations recueillies lors des différents salons régionaux et internationaux du secteur agroalimentaire auxquels le Coléadé a participé cette année. Elle relatera les dynamiques des marchés, les préférences des consommateurs, les évolutions logistiques et réglementaires. Elle vous fera part des innovations dans les variétés, les produits, les technologies. Et puis, elle vous rappellera les appuis du Coléadé dans votre participation au salon. Donc, en participant à ce webinaire, nous pensons que vous serez en mesure de mieux comprendre les dernières tendances et de garder une longueur d'avance sur les récentes innovations et les réglementations dans le secteur réglementaire que vous auriez pu manquer au cours de cette année. Alors, le Coléadé. Donc, c'est une association professionnelle privée à but non lucratif qui existe depuis 50 ans et qui était anciennement connue sous le nom de Colé-ACP. Notre mission est de mettre en œuvre des activités par le biais de divers programmes pour améliorer la contribution de l'agriculture aux objectifs de développement durable. Et notre vision, c'est le motto que nous avons choisi, Growing People, c'est se concentrer sur le développement des individus, car pour nous, ils sont la clé du développement agricole. Et nos actions visent à renforcer les compétences des individus et des organisations auxquelles ils appartiennent, permettant aussi aux groupes de producteurs et des entreprises d'accéder durablement à des marchés nationaux, régionaux et au-delà. Notre travail est guidé par la mise en œuvre de nos valeurs, l'engagement, l'amélioration, la diversité, la performance et l'humanité. Nous formons donc un réseau d'entreprises, d'organisations professionnelles et d'experts qui s'engagent à une agriculture inclusive et durable qui représente environ 500 membres. Le Coléad est une boîte à outils qui conçoit, gère et met en œuvre des programmes de développement. Et nous gérons de nombreux programmes dont l'axe principal sont l'assistance technique et la formation, aidés par bien sûr d'autres composantes. Et le programme que nous développons aujourd'hui important, c'est FFM+, Fit for Market+. Avec qui nous travaillons, nos principales cibles, ce sont les entreprises qui commercialisent des produits au niveau des marchés nationaux, régionaux et au-delà. Nous collaborons également avec des prestataires de services, des centres de formation, des instituts de recherche et des services publics. Le Coléad est présent dans plus de 50 pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique, principalement dans le secteur des fruits et légumes frais. Et récemment, avec le développement de nos activités, du programme Agrinfo,
nous touchons également et aussi de nouveaux pays et des secteurs agroalimentaires comme les produits transformés ou la filière animale, qui augmentent ainsi le nombre de pays euh, dans lesquels nous pouvons intervenir au nombre de 140. Donc, pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site Internet le plus souvent possible. Alors, le COLEAD est un centre de ressources qui s'appuie sur 25 ans d'expérience et de connaissances accumulées tout au long de cette période. Cela a conduit au développement de méthodes de formation en cascade qui consistent à former des formateurs, qui permet ainsi de relier des experts externes à des formateurs qui deviennent des experts internes des entreprises. Le COLEAD a reçu une certification ISO 21001 pour son système de gestion de la formation qui démontre son engagement à l'égard du développement des compétences par l'éducation et l'apprentissage. Et cette norme convient aux organisations de formation de toute taille et qui développent des méthodes et qui s'alignent et s'alignant sur la vision du COLEAD qui est le Growing People. Nous mutualisons donc ces ressources en publiant des catalogues de formation qui couvrent diverses thématiques. Elles sont au nombre de 8, comme la gestion de l'environnement, la production durable, la sécurité alimentaire, le développement des affaires, la santé des végétaux, la responsabilité sociale et environnementale, et il y en a d'autres. Et ces ressources sont là pour la plupart en accès libre. Donc, c'est celles qui apparaissent au tableau avec quelques-unes d'entre elles disponibles sur demande ou réservées aux membres du COLEAD et aux bénéficiaires des programmes. Alors, les principales ressources disponibles que vous voyez sont la bibliothèque digitale qui permet d'accéder à des guides ou des publications dont le département d'information sur le marché pourvoit. Euh, voilà, et bientôt, vous aurez donc l'étude sur les agrumes que nous avons présentée il y a quelques semaines de cela, sera bientôt disponible en ligne. La plateforme d'apprentissage, donc qu'on appelle e-learning, d'apprentissage en ligne avec des modules en accès libre ou tutorés sur des thématiques évoquées donc précédemment, des statistiques qui sont produites par le département information sur les marchés qui sont des données interactives sur la production et le commerce agricole, la réglementation à travers notre programme Agrinfo qui vous donne donc les dernières réglementations de l'Union européenne, mais également archive les anciennes, enfin les actuelles réglementations. Ensuite, il y a un outil d'auto-évaluation qui permet d'améliorer continuellement la gestion et la performance des entreprises. Et puis, il y a également des actualités qui nous permettent de mettre à jour les événements auxquels nous participons ou qui interviennent dans le secteur et également des informations sur la mise en place de nos programmes. Alors, quelle est l'approche du COLEAD dans son action? Elle adopte une approche holistique. Euh, c'est la, c'est la suivante, s'il vous plaît. Adopte donc une approche holistique dans la mise à application de ces programmes et qui est centrée sur trois piliers portés à travers ces différents départements. Alors, le premier pilier, c'est faciliter donc l'accès au marché aux entreprises. Le département donc Market Insight qui fait partie de ce premier pilier, donc facilite cet accès grâce à des services et des ressources essentielles telles que les études de marché, les profils de marché et des données statistiques. Le département recherche-innovation qui soutient cette démarche d'accès au marché en menant des recherches sur des nouvelles générations de produits de protection des cultures, par exemple, ou des techniques de production novatrices, également le suivi des normes et des réglementations. Le deuxième pilier, c'est renforcer la chaîne de valeur, pardon, à travers euh, l'assistance technique et le renforcement de capacités. Ce soutien est fourni à la fois en ligne et sur le terrain en travaillant directement avec les entreprises et leurs équipes pour renforcer leurs compétences et leur fonctionnement. Le troisième pilier, c'est valoriser donc les impacts des actions que nous menons auprès des entreprises en mettant donc l'accent sur la mise en valeur des réussites des entreprises par le biais de webinaires organisés par le département Réseau et Alliances. Et vous avez certainement assisté à ces webinaires organisés avec la PAFO en Afrique, avec l'IICA dans la Caraïbe, avec PIFO dans le Pacifique et l'OCDE. Il implique également la participation à des programmes de recherche et faciliter donc le développement des entreprises grâce aussi au département accès aux finances. Ces trois piliers sont soutenus par un ensemble d'outils de ressources digitales et ils font partie de ce qu'on appelle donc la boîte à outils, accessible non seulement aux bénéficiaires des programmes du COLEAD, mais aussi à l'ensemble des parties prenantes du secteur public et privé, qu'il s'agisse de membres ou non.
Le département information sur les marchés, qui sommes-nous, donc, est actuellement composé de 5 personnes. Nous collaborons avec un réseau d'experts indépendants et nous intégrons également l'expertise de nos membres. Nous collectons des données que nous stockons sur une plateforme dédiée qui permet la création de tableaux de bord interactifs. Nous suivons les derniers développements du secteur agroalimentaire, et partageons donc des informations et analyses recueillies lors des salons professionnels. Et on va vous faire part de ce recueil d'informations ainsi que via des médias. Nous produisons des études sectorielles, profils de marché et rapports sur divers aspects du commerce et les chaînes d'approvisionnement que nous présentons lors des webinaires et nous en avons présenté quelques-uns cette année. Nous vous invitons donc à rester connectés à notre site Internet pour être informés des prochaines sessions que notre département organisera au cours de l'année 2025. Enfin, toutes ces données sont transformées et mises en action auprès des entreprises en les accompagnant à accéder à de nouveaux marchés et en facilitant les contacts avec de nouveaux clients et de fournisseurs. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de notre webinaire et je donc passe la parole à Alexandra. Okay, merci Denis. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire toutes les observations, les tendances, les innovations qu'on a pu découvrir pendant la participation du Colide à différents salons commerciaux sur toute l'année 2024. Et voilà, tout ce qu'on a pu en retenir. Pour démarrer, on va d'abord regarder un peu une vue d'ensemble des salons et conférences auxquels le Colide a participé. Pas uniquement notre département information sur les marchés, mais tout le monde, enfin, tous nos collègues. Vous voyez que la majorité se trouve en Europe, mais où on a pu aussi exposer à Fruit Logistica et Biofac, par exemple. Mais on voit aussi qu'on va à des salons et des foires dans d'autres pays, d'autres continents. Et on a eu la chance l'année passée de participer au Sahara en Côte d'Ivoire et nous irons l'année prochaine au Gulf Food au Moyen-Orient. Si on regarde un peu les statistiques des 5 grandes foires commerciales, donc comme vous voyez ici, Fruit Logistica, Biofac, McFruit, Fruit Attraction et Cial, qui sont en Allemagne, Italie, Espagne et en France, on peut voir en fait au niveau du nombre d'exposants, nombre de pays participants, au nombre de visiteurs, que tout est en augmentation comparé à l'année dernière. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne, que les gens apprécient et qui en ressortent quelque chose de bien. Donc ça c'est quelque chose qu'on voulait noter. On peut voir aussi que les salons comme McFruit ou Fruit Attraction en Italie et en Espagne ont une plus grosse augmentation en termes de visiteurs et en termes d'exposants que Fruit Logistica, par exemple, en Allemagne. Ça peut peut-être être un indice aussi pour s'il faut choisir des salons auxquels vous souhaiteriez participer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Grâce à ces salons, on a pu analyser, observer un petit peu les dynamiques des marchés. Qu'est-ce qui a fait parler en 2024? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu voilà, dynamiser les marchés, les préférences des consommateurs, etc. Donc, en 2024, et en 2023 aussi d'ailleurs, les événements climatiques, c'est ce qui a rythmé l'année. Alors, il y a aussi eu toute une série de crises géopolitiques, comme la guerre en Ukraine, le conflit en Israël, la sécurité du canal de Suez, qui ont un impact sur le commerce, mais globalement, ce sont principalement les événements climatiques qui ont pu impacter le plus la production agricole, en fait. Donc, une grande partie de ces événements climatiques ont été liés à El Niño, qui a fait des ravages en Amérique latine, comme on le sait, plus de pluie au Pérou, en Équateur, une sécheresse au Brésil, il y a aussi eu des inondations en Afrique de l'Est, une sécheresse en Afrique australe, des ouragans aux États-Unis, etc. D'autres régions du monde ont aussi souffert, comme en Europe. On a aussi connu des périodes de sécheresse dans le sud de l'Union européenne, aussi des pluies trop abondantes qui ont causé des problèmes au niveau du Benelux en termes de production, etc. Heureusement, tout n'est pas si sombre et on peut y trouver quelques opportunités et quelques points positifs. Par exemple, dans l'ensemble, l'inflation a diminué dans l'Union européenne. En plus, il y a eu une baisse des prix de l'énergie et des engrais, même s'il y a des prix d'autres intrants comme les semis, les pesticides et les machines qui ont augmenté.
On peut voir aussi que la demande de produits alimentaires et de fruits et légumes ne cesse de croître, parce que les consommateurs recherchent des aliments sains et naturels qui s'orientent de plus en plus vers des régimes à base de plantes. En fait, le grand boom qui s'est produit pendant le Covid, il est revenu à la normale, mais la croissance continue à croître. On voit également qu'à cause de l'offre limitée de l'Union européenne, à cause des enjeux climatiques, comme j'ai dit, et de manière plus globale, ça a pu créer des opportunités pour d'autres fournisseurs de venir se positionner sur les marchés. Donc, les approvisionnements deviennent moins prévisibles. Donc, même pour des grosses cultures comme la banane, par exemple, où il n'y a plus tellement d'offres excédentaires. Et donc, pour réduire les risques, les importateurs sont obligés de se diversifier, ce qui crée en fait des opportunités pour des fournisseurs étrangers. Et alors, cette offre limitée plus l'augmentation des coûts de production, ça a augmenté une hausse des prix à la consommation. Alors, c'est pas bon pour les consommateurs, mais par contre, ça a un effet positif pour ceux qui peuvent approvisionner le marché. Donc, par exemple, pour les producteurs dans l'Union européenne, les coûts et les revenus se sont plus ou moins équilibrés à cause de cette augmentation des prix à la consommation. Et dernier point à noter dans ce slide, ce sont que les prix sont devenus plus stables. Pourquoi? Les importateurs et les détaillants, en fait, modifient leur comportement pour réduire les risques. Donc, ils passent de plus en plus de contrats avant le début de la saison avec des prix fixes pour s'assurer un approvisionnement. Alors, concernant les préférences des consommateurs, suite aux défis posés par les changements climatiques et les crises géopolitiques qu'on vient de voir, on peut constater une évolution du comportement des consommateurs qui reflète les besoins émotionnels, environnementaux et pratiques. Donc premièrement, le plaisir devient une priorité. Les consommateurs trouvent du réconfort dans la nourriture en ces temps difficiles. Et l'industrie alimentaire joue vraiment sur la carte de l'émotion dans toutes les innovations et les propositions qu'on peut voir en salon. On joue sur les stimuli sensoriels, l'émotion, de l'expérience, comme ici l'exemple de la pastèque à couleur orange. On voit aussi des agrumes rayés, ce genre de choses. La nourriture est en fait une source principale de revenus abordables pour les consommateurs pour se faire plaisir. En plus, après le Covid, les rassemblements, c'est l'occasion de partager des goûts en commun, d'explorer de nouvelles saveurs. La nourriture est vraiment au centre des relations et des événements. Les textures sont importantes, les couleurs sont importantes, et donc on joue un petit peu sur tous ces petits côtés-là. Deuxième point qui influence les préférences des consommateurs, avec la stabilisation de l'inflation dans l'Union européenne, on a une réorientation vers des produits de plus haute qualité. Donc on s'attend en fait à ce que les consommateurs utilisent leur salaire plus élevé pour se réorienter vers des produits alimentaires de haute qualité. Alors on a l'état d'esprit responsable et sain qui pousse les consommateurs à un régime alimentaire plus végétal, mais qui les incite aussi vers des produits par exemple biologiques. Donc on voit une importante croissance aussi pour la durabilité, donc les normes sociales comme le GRASP ou le SMETA sont de plus en plus importantes. Et pendant les salons, on a pu voir beaucoup de marques ou de produits haut de gamme présentés qui ont parfois un impact environnemental plus important parce que ce sont des produits niches qui sont importés en avion, qui sont du coup un peu en contradiction avec cet esprit durable. Mais par contre, on voit quand même qu'il y a un groupe de consommateurs croissant qui est prêt à payer plus pour cette qualité un peu premium, de niche, etc. Et enfin, la troisième préférence des consommateurs, c'est le snacking et la praticité. C'était le cas l'année passée, c'est encore le cas cette année, et c'est même encore plus un moteur de l'innovation cette année, où on voit énormément d'innovations qui jouent sur des encas sains, des encas pratiques. Et donc on peut voir des variétés de petite taille, des petites pommes, des petits melons, des petits poivrons, des petites pastèques, des variétés sans pépins, des variétés faciles à éplucher, des pelures comestibles, etc. C'est quelque chose qui joue beaucoup encore cette année. Maintenant qu'on a vu un petit peu le contexte global de 2024 en termes de préférences et de dynamique des marchés, on va parler de deux développements particuliers qui sont la logistique et les réglementations. Alors d'abord, au niveau de la logistique, il y a trois choses qu'on a remarquées et qui sont fort ressorties des salons. C'est l'augmentation du fret maritime,
beaucoup de discussions sur le fret aérien et ensuite la logistique de demain. Donc pour commencer sur le fret maritime, on sait que le transport réfrigéré représente 6% du commerce maritime containerisé. Ce sont d'abord des produits alimentaires frais, donc 55%. Et ensuite, les aliments surgelés, 43% quand même. Deuxième point dans le fret maritime, c'est la crise de la mer Rouge, on ne peut pas passer à côté. Donc, qui est survenue dès fin novembre 2023 avec des conséquences majeures sur le trafic, principalement en provenance de l'Asie vers l'Europe. Vous voyez ici sur l'image, avant, les biens pouvaient passer par le canal de Suez en bleu. Maintenant, ils doivent faire un détour en rouge ici par le cap de Bonne-Espérance, ce qui signifie 15 jours supplémentaires au minimum de trajet, plus de carburant, plus de risques dus à la météo, etc. On a vu aussi en 2024 la création de nouvelles conférences maritimes pour apporter plus de services, des offres de prix plus compétitives, etc. et pour s'aligner progressivement sur l'objectif mondial de décarbonisation. Par exemple, en réduction de la vitesse pour les navires qui n'utilisent pas de biocarburants, prendre place à des initiatives comme la coalition moins 15 degrés qui parle de réduire la température de congélation pour économiser de l'énergie, etc. Alors deuxième point sur le fret aérien, on peut voir que les compagnies internationales ont beaucoup modernisé leur hub de fret ainsi que les flottes d'avions pour moins polluer, moins consommer, avoir un meilleur service, etc. On a vu aussi une grande fluctuation du coût de l'énergie qui aura un impact sur le coût du fret et qui oblige les personnes qui expédient par avion d'expédier des produits périssables de haute qualité qui pourront en fait eux absorber les hausses de les hausses de prix, quoi. Et dernier point, on parle aussi de l'initiative Fair Miles qui consiste à des alliances d'organisations d'entreprises, de produits frais, d'universités, du secteur du développement international et dont fait partie aussi le COLID, pour mener des recherches sur l'impact sur le changement climatique du transport des produits frais par avion des pays d'Afrique vers les pays européens. Je vous invite à aller cliquer sur le lien quand vous recevrez les slides si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en savoir plus. Et demain, alors, pour la logistique de demain, on voit, d'après l'agenda 2050 de la Communauté d'Afrique de l'Est, on estime que le volume de toutes les marchandises expédiées depuis le Kenya doublera en 25 ans. On estime aussi que la part du fret maritime atteindra 75% pour les fruits et légumes frais contre 50% aujourd'hui. Et on va voir aussi de plus en plus d'initiatives neutres en carbone, des alternatives de transport plus vertes, des solutions d'emballage plus respectueuses par les entreprises de logistique internationale, etc. Et évidemment, l'intelligence artificielle, de manière inéluctable, sera de plus en plus présente pour l'optimisation des itinéraires maritimes, par exemple via l'analyse prédictive des flux logistiques, etc. En résumé, les entreprises de logistique, elles doivent faire face aux incertitudes géopolitiques, aux incertitudes climatiques, diversifier leurs fournisseurs régionaux, adopter des outils de suivi des flux en temps réel pour une meilleure visibilité, etc. Deuxième développement réglementaire dont on voulait parler aujourd'hui, deuxième développement, on voulait parler du développement réglementaire sur les emballages. S'il y a bien un développement réglementaire dont on parle dans les salons, c'est sur les emballages. Donc, un petit point d'abord sur la nouvelle réglementation qui en fait devrait entrer en vigueur fin 2025. Elle exige que tous les emballages vendus dans l'Union européenne soient recyclables ou réutilisables d'ici 2030. Alors, il y a deux dates clés à retenir. C'est qu'en 2027, la réglementation interdit les PFAS dans les emballages au-delà des seuils et impose que les étiquettes autocollantes utilisées pour les produits frais soient compostables. On voit d'ailleurs déjà beaucoup d'exemples d'entreprises qui produisent des étiquettes compostables pour toutes sortes de produits. Alors le reste des exigences, du coup, devront être respectées d'ici 2030. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tous les emballages doivent être recyclables et les plastiques doivent inclure un pourcentage minimum de matière recyclée. Deuxièmement, la conception des emballages devra être optimisée en taille et en poids tout en protégeant les produits. Et troisièmement, le plastique à usage unique sera interdit
pour les produits frais de moins de 1,5 kg. Alors, en particulier pour le plastique à usage unique, la directive est implémentée avec des différences assez grandes entre les États membres de l'Union européenne, ce qui est assez rare en fait. Par exemple, on voit que la France applique des règles plus strictes qui interdit les plastiques à usage unique pour les emballages de fruits et légumes frais et qui exige des étiquettes compostables déjà maintenant. Mais il y a d'autres exemples. Pendant les salons, on a pu voir aussi qu'il y avait énormément d'alternatives déjà présentées, qui sont recherchées, etc. et promues. Ces solutions vont du bois, du papier à la cellulose, au coton, au bambou. J'irai pas plus en profondeur sur les différentes alternatives au plastique, mais on a une note qu'on est en train de finaliser, une note d'information spécifique sur ces innovations qui sera publiée dans les prochains mois si ça vous intéresse. Et de plus, si ça vous intéresse aussi d'avoir plus d'informations sur les lois nationales pour les plastiques à usage unique, j'ai mis un lien ici qui regroupe un petit peu les lois à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est pas si évident de tous les regrouper puisque ça change tout le temps. Mais voilà, ça peut déjà donner une idée. Deuxième petit point sur la réglementation, c'est l'interdiction du BPA. J'en parle très rapidement. Donc, pour le bisphénol A ou le BPA, c'est une interdiction qui sera d'application à partir de mi-2026. Donc, le BPA sera interdit dans la plupart des matériaux en contact avec les aliments. Donc, on parle de tous les plastiques, les vernis, les revêtements, etc., directement en contact avec les aliments. Il y a certaines exceptions qui existent pour certains dérivés du BPA dans certains types de contenants qui évoluent encore, qui sont en train de changer. Et je vous en parle aujourd'hui simplement parce que cette interdiction est un énorme changement par rapport aux pratiques traditionnelles qui sont utilisées depuis longtemps, notamment sur tous les revêtements métalliques à l'intérieur des boîtes de conserve ou les revêtements à l'intérieur des couvercles en métaux des bocaux en verre. Donc c'est important d'être conscient de cette interdiction pour pouvoir planifier et éviter les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement quand ce sera en place. Encore une fois, on voit déjà beaucoup d'entreprises qui proposent des alternatives, donc des produits sans BPA dans les salons. Et donc, on a une période de transition de 18 mois pour les matériaux à usage unique, et à partir de 2026, et la période de transition est de 36 mois, donc 1 an et demi en plus pour les autres matériaux. Alors, si vous souhaitez avoir des informations sur les réglementations et les changements réglementaires en Union européenne, je vous invite à aller voir le site Agrinfo qui est ici sur le slide et qu'on peut peut-être aussi remettre dans le chat. Ça vous permet de suivre les changements de réglementation ou si vous avez une question sur une réglementation, vous êtes les bienvenus à contacter l'équipe. Alors, l'avant-dernière section pour cette présentation déjà, on va parler des innovations. Innovation, variété, produits, technologie, etc. Alors, en lien avec les préférences des consommateurs, comme on l'a vu plus haut dans cette présentation, on va voir les tendances qui stimulent en fait l'innovation dans l'agriculture et qu'on a pu observer sur les salons cette année. Donc on a 3 tendances récurrentes pour les produits frais, la praticité, dont on a déjà parlé, le plaisir et la durabilité, dont on a aussi déjà parlé. Commençons par le côté pratique. Donc, les consommateurs veulent des produits faciles à manger ou à grignoter, sains, etc. Donc on voit beaucoup de petites variétés. Des petites pommes, des petites pastèques, des petits melons, des petits poivrons. Mais en plus d'une petite taille, on veut des choses qui soient faciles à éplucher, comme par exemple ici des mandarines faciles à éplucher. On veut aussi beaucoup d'aliments, de fruits sans pépins, des citrons sans pépins, comme on voit ici, ou des mandarines sans pépins, etc. On les promue, on met en avant ces variétés en tant qu'alternative saine aux encas traditionnels moins sains. Ça les rend bien pour les travailleurs, les familles, etc., mais aussi pour les enfants. Parce qu'en plus d'être saines, elles sont petites, donc plus de chances d'être mangées en entier. On voit aussi que les consommateurs veulent des produits disponibles toute l'année. Donc, on fait beaucoup d'innovations avec des variétés précoces ou tardives pour augmenter la saison de production.
Deuxième aspect qui booste les innovations et oui, qui booste les innovations, c'est ce qu'on appelle le plaisir. Donc, euh, on veut du confort, on veut des nouvelles couleurs, on veut des nouvelles saveurs. Donc, on voit beaucoup de fruits qui ont de nouvelles couleurs, par exemple la pastèque à chair orange qu'on a vu au début, un ananas rouge, des oranges roses, des mangues rouges. On veut aussi des fruits croquants, plus sucrés, plus juteux. Donc, par exemple, on voit la marque ici Premium Succosi, où les oranges sont scannées et sélectionnées individuellement pour garantir qu'il y a beaucoup de jus. On veut aussi beaucoup d'exotisme, donc les producteurs vont promouvoir des nouveaux fruits, des fruits qui existent dans d'autres pays mais qui ne sont pas consommés nécessairement en Union européenne. On va les promouvoir pour que les gens essayent, etc. Ça, ce sont des choses toutes les innovations, vraiment, il y en a beaucoup qui sont poussées par cette tendance. Et troisièmement, la durabilité. Donc non seulement on a des nouvelles tailles, des nouvelles couleurs, des bons goûts, etc. Mais on crée de nouvelles variétés, on innove en termes de variétés pour produire dans des conditions climatiques moins favorables. Donc on va avoir des variétés qui sont mieux adaptées à la sécheresse ou qui ont besoin de moins de pollinisateurs, qui sont plus résistantes aux parasites, aux maladies. Par exemple, on peut voir ici en bas à droite la banane Yellowway, qui est une nouvelle variété non OGM résistante au TR4, par exemple. On voit aussi ici en haut à droite des nouvelles variétés de courges qui n'ont pas besoin d'être pollinisées et qui produisent aussi bien dans des conditions de croissance difficiles. On voit également d'autres produits qui tentent d'éviter du gaspillage alimentaire. Donc, on a parlé des petites tailles. On peut aussi parler des fruits avec des épluchures comestibles. Ou des fruits comme des nouvelles variétés de légumes comme le zucchiolo ici, présenté à Fruit Logistica, qui combine un peu toutes ces innovations parce qu'il peut être cuit, mangé frais, il a une peau comestible, il a une petite taille, il a une longue durée de conservation, etc. On voit aussi beaucoup de produits qui ont une histoire sociale liée à leur marque. Donc par exemple, un pourcentage des ventes est reversé à de bonnes causes comme la recherche contre le cancer ou la lutte contre les maladies infantiles, etc. Concernant les innovations pour les produits transformés, on voit deux tendances principales qui sont la santé et la durabilité. Concernant la santé, on voit énormément de promotion de produits naturels, sans additifs, sans sucre, etc. On voit des jus, par exemple, dans les jus, on voit beaucoup, par exemple ici, c'est un jus de moringa de l'île Maurice, qui, qui a gagné le deuxième prix de l'innovation au CIAL 2024. Ici à droite, on voit un jus de brocoli, aussi qui met en avant la teneur en vitamines, en fibres. On voit aussi beaucoup de produits innovants dans le snacking, comme on a déjà parlé. Donc on peut voir aussi des fruits séchés, par exemple, roulés en boule avec une couche de chocolat, une couche de noix de coco, ce genre de choses. Ou des fruits séchés trempés dans du chocolat, ce genre de choses qu'on a vu beaucoup plus cette année. Deuxième tendance pour les aliments transformés, c'est l'aspect durable. Donc on a vu beaucoup d'alternatives à la viande, comme par exemple des morceaux de jacquier qu'on voit dans plusieurs propositions, des insectes comme alternative à la viande. On voit aussi beaucoup d'attention sur la contenance en protéines, des snacks, des boissons, des mélanges de protéines végétaliens et de plus en plus en fait à base de protéines végétales et pas uniquement animales. On voit aussi de nouveaux produits comme la banane noire ici en bas à gauche qui a une plus longue conservation. On voit aussi une grande variété de fruits et légumes lyophilisés qu'on voit ici, qui peuvent être utilisés comme un snack, mais aussi réduits en poudre, mis dans des smoothies, des yaourts, etc. et qui gardent beaucoup de bons aspects du fruit. On voit aussi beaucoup de ces produits transformés, en fait, comme par exemple ici à droite, les moitiés d'avocats frais épluchés, prêts à consommer et emballés, qui sont qui soulignent leur potentiel de réduction des déchets. Donc moins de produits sont gaspillés parce que ce sont des produits transformés, donc il y a une plus longue durée de conservation, etc.
Et alors, la dernière partie dans les innovations, ce sont les innovations technologiques. Parce qu'en agriculture, cette année, on a atteint de nouveaux sommets. On voit l'intelligence artificielle, mais pas seulement, on voit aussi des robots, etc., qui sont maintenant une réalité sur le terrain, qui offrent des solutions concrètes, qui optimisent la productivité, réduisent l'empreinte écologique, améliorent la qualité des produits agricoles. On va vous donner quelques exemples qu'on a pu voir pendant les salons. Donc par exemple, un des exemples, c'est le tri intelligent de fruits avec des machines qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc ce sont des machines capables d'analyser en fait plusieurs paramètres avec des capteurs acoustiques, infrarouges, optiques et autres. Et ces technologies permettent de trier les fruits plus rapidement et plus précisément qu'une personne, en détectant aussi des défauts qui sont invisibles à l'œil nu. Ces machines-là peuvent aussi évaluer par exemple le taux de sucre ou le taux de jus de chaque fruit sans devoir les endommager, sans devoir les couper, les ouvrir, etc. Donc ça c'est assez intéressant. On a pu voir aussi des scanners portatifs que vous voyez ici à droite, qui peuvent aussi mesurer rapidement et sans endommager les fruits. De nouveau, plein de choses, teneur en jus, acidité, la maturité. On voit aussi certains scanners qu'on peut mettre dans les supermarchés qui scannent, par exemple, un avocat pour savoir s'il est mature ou pas. Et qui utilisent aussi des technologies comme les micro-ondes, les infrarouges, etc. En parallèle, on voit des innovations comme les systèmes agrovoltaïques, ici sur la gauche, ou les robots solaires sur la droite, qui transforment la durabilité agricole. Donc les panneaux solaires, par exemple, enfin les panneaux photovoltaïques, adaptatifs ou semi-transparents permettent de produire de l'énergie tout en cultivant, réduisant aussi l'empreinte carbone. Et les robots agricoles, de leur côté, comme ceux ici de FarmDroid, s'occupent des tâches comme le désherbage de manière autonome et écologique en utilisant l'énergie solaire. Donc ces technologies, ça montre vraiment que l'agriculture de demain sera à la fois intelligente et durable. Alors pendant que nous étions au salon, nous avons effectué des recherches sur quelques produits plus spécifiques pour nourrir par exemple nos prochaines études sectorielles. Et je vais vous parler maintenant de deux produits, rapidement. Donc on parle d'abord de l'ananas et ensuite on va parler des variétés niches de mangue. Donc les discussions avec les différentes parties prenantes, ça nous a permis de comprendre que pour l'ananas, il existe encore des opportunités. Je vais parler des points principaux et le reste, vous pouvez le lire sur les slides à votre aise quand vous les recevrez. Et voilà, nous ferons des recherches plus approfondies à ce sujet en 2025. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Donc pour les ananas, on a pu voir que la transformation locale en jus ou en conserve ou séché pour le marché africain et international ajoute beaucoup de valeur. Concernant la vente en frais, uniquement les variétés premium telles que le pain de sucre peuvent avoir un potentiel sur le marché de l'Union européenne et notamment en France, parce que la concurrence avec l'Amérique latine en fait rend les choses presque impossibles pour le MD2. On a aussi pu voir qu'il y a une demande croissante pour la Chine et le Moyen-Orient, même si le Moyen-Orient, ses acheteurs préfèrent les gros fruits. Et concernant les défis et les ingrédients de succès, je vous suggère de lire sur le slide à votre aise plus tard. Alors, deuxième petit sujet focus, c'est une étude de cas sur les variétés niches de mangue. Et vous allez voir que ça rejoint aussi les innovations et les discussions qu'on a pu avoir sur les préférences des consommateurs. Parce que pendant ce salon, en fait, on a vu vraiment une demande croissante pour les fruits de luxe. Et notamment les petites variétés de mangue de qualité supérieure, comme celle-ci, correspondent à ce créneau. Elles sont bien à mettre sur une table, elles sont colorées, elles ont une bonne odeur, très sucrées. Et alors les chefs, les hôtels, les magasins spécialisés, ils aiment bien les offrir à leurs clients. Donc il semble aussi qu'il y a une demande croissante au Moyen-Orient et sur les marchés asiatiques, notamment au Japon, où il y a de plus en plus de consommateurs disposés à payer pour des produits comme ceci, de plus haute qualité. Les importateurs de l'Union européenne aussi affirment que ceux qui importent déjà, bien leurs produits sont immédiatement vendus et qu'ils ne savent pas répondre à la demande, et que d'autres importateurs qui n'importent pas nécessairement ces produits-là souhaitent explorer les possibilités. Donc il y a vraiment une demande, un intérêt pour ça.
On a pu voir aussi que les consommateurs européens sont assez enthousiastes à l'idée de découvrir de nouvelles variétés. Après, il faut garder en tête qu'il y a quelques défis à relever pour ce type de produit, puisque la saison en fait et la durée de conservation sont très courtes. Donc la logistique doit être parfaite, bien organisée, etc. On a aussi une grande dépendance au fret aérien, à l'avion, alors qu'il y a aussi une aversion à l'avion dans l'Union européenne, alors que dans ce cas-ci, c'est la seule option. On a aussi pas mal de concurrence d'autres variétés qui proviennent d'autres régions. Et les mesures contre les mouches et fruits, par exemple, aux États-Unis, où les radiations sont nécessaires, le traitement à l'eau chaude n'est pas une option. Ok, j'espère que c'était intéressant et que vous avez appris des nouvelles choses sur les innovations et les tendances qu'on a pu voir en salon cette année. Si jamais vous aussi, vous voulez participer en 2025 à un salon euh, et que vous vous demandez que peut faire le Colide pour vous soutenir, eh bien voilà la réponse. En fait, la préparation à la participation à un salon international, il fait l'objet d'un accompagnement à la suite d'une demande d'appui. Donc, la formation rentre dans le cadre d'un plan de développement mis en place par le département assistance technique et se décline soit en projet d'appui standard, soit en projet d'appui sur mesure, ou exceptionnellement en projet d'apprentissage autonome si le taux d'inscription est faible, par exemple, ou il y a une raison particulière pour justifier la participation. Le département formation propose une formation collective en ligne dédiée à la préparation, à une participation à un salon commercial. L'organisation doit avoir une forte intention de participer à une foire commerciale dans les 3 mois qui suivent la formation. Et cette formation peut aussi préparer à d'autres salons qui se déroulent plus tard dans l'année. Alors l'accès à la formation n'est pas libre. Il faut que ce soit inscrit dans le programme, dans le projet de développement de l'entreprise. Chaque session de formation est composée de 3 modules qui se déroulent sur 2 semaines et demie, répartis en plusieurs moments. Excusez-moi. Répartis en plusieurs moments de 2 à 3 heures en moyenne, une fois par semaine, qui représentent au total 3 jours pour les apprenants, avec aussi des exercices, du coaching individuel, etc. Et beaucoup de documents qui sont remis au long de la formation, comme par exemple un exemple de contrat commercial, un plan marketing, des supports de promotion, des guides de participation au salon, etc. Et donc finalement, pour votre information, il y a une nouvelle formation qui aura lieu en janvier 2025, en français et en anglais. Donc si vous êtes intéressé, il faut manifester son intérêt de préférence par email pour qu'on puisse étudier si les demandeurs répondent aux critères en termes de développement de projet, etc. Par exemple, il faut occuper un poste lié au contenu de la formation, une bonne connaissance des fournisseurs clients, du marché d'exportation, une aisance relationnelle, etc. etc. Je vous invite à cliquer sur le lien des slides si ça vous intéresse. Je vous remercie de votre attention, j'espère que c'était intéressant. Et Denis, je te repasse le micro pour la session de questions-réponses. Merci. Oui, merci beaucoup Alexandra pour cette très intéressante présentation sur les tendances. Alors on a beaucoup de questions, certaines questions ont déjà été répondues, enfin nous avons répondu à certaines questions dans le chat déjà. Là nous vous avons donné pour les participations par exemple euh, au, au salon et comment on peut obtenir le soutien. Alors pour les participations au salon, vous pouvez soit participer aux formations du COLAD, ça c'est une chose. Donc ça, c'est une approche du salon, mais vous pouvez également vous rapprocher d'agences de promotion de l'exportation, par exemple, de vos pays respectifs, ou par le biais d'une association professionnelle si vous êtes membre, pourra faire une demande de participation auprès d'une agence nationale euh, ou directement auprès des salons. Par exemple, le salon MacFruit en Italie, l'agence italienne de promotion du commerce, l'ITA, a mis en place depuis plusieurs années la promotion des origines africaines. Donc, par ce biais-là, vous pouvez également être sélectionné
par ce programme et donc faire partie des entreprises qui participeront. L'ITC, International Trade Center à Genève, met en place un programme pour les entrepreneurs femmes qui s'appelle She Trades. Donc, on vous mettra, lors de l'envoi des présentations, on vous mettra donc une slide avec toutes les réponses et les liens vers tous ces organismes. Et puis également, l'Import Promotion Desk en Allemagne, IPD, propose aussi des programmes d'accompagnement des entreprises vers des salons. Et puis également un cabinet de consultation et de conseil, Profound Advisors in Development, aux Pays-Bas, avec qui nous travaillons notamment à Biophare, propose aussi des parcours d'accompagnement et voire même euh, dans les salons où prépare les entreprises à accéder à des salons. Alors, nous avions également des questions. Alors, je les cherche. Voilà. Nous avions donc des questions sur comment peut-on au mieux comprendre les nouvelles tendances et les innovations et technologiques et les réglementations dans le secteur agroalimentaire. Alors, donc, une des meilleures façons de comprendre ces dernières tendances et ces innovations, bah, c'est de suivre l'actualité via des différents sites web. Alors, ce sont des médias comme Eurofruit, par exemple, à travers son site Fruitnet, qui permet, alors c'est en anglais, hein, mais qui permet de vous inscrire gratuitement à cette newsletter et vous avez régulièrement des informations sur les marchés. Fresh Plaza est un autre médium qui vous permet de suivre également les tendances commerce, mais aussi les innovations. Et puis d'autres magazines, d'autres médiums qui sont comment dirais-je, soit gratuits ou auxquels vous pouvez vous abonner. Alors, nous mettons en place, n'oubliez pas, également nos webinaires avec la PAFO, organisés par le département Réseau et Alliance, qui, à l'issue de ces différents webinaires, on en a plus d'une vingtaine maintenant qui sont accessibles sur le site AgroInnovator, qui est un hub, qui est une plateforme et je vous invite à vraiment y aller, puisque là, vous allez voir des entreprises africaines qui ont innové et qui proposent des innovations dans leur secteur, en produits transformés, en produits accessibles pour les consommateurs des marchés locaux, ou voire même régionaux africains, en produisant par exemple des produits locaux, des produits à partir des matières premières locales, qui peuvent se substituer d'ailleurs à des importations, mais ces mêmes entreprises-là exportent et voire même exposent dans des salons internationaux à travers le monde. Et je vous invite donc à aller sur cette plateforme AgriInnovators euh, pour là participer à des échanges. On peut, dans un chat, sur des thématiques particulières, vous pourrez donc poser toutes les questions, et notamment sur les aspects innovation. Et puis participer, c'est ce que je viens de dire, donc à des séminaires comme le nôtre. Le CBI aussi sont d'autres organisations qui organisent, qui ont des études ou qui vous permettent de mieux connaître ces innovations. L'IFPRI également, qui vous permettent de vous informer sur ces innovations. Et puis, l'un des meilleurs moyens aussi, c'est de visiter les foires, des foires ou des salons commerciaux. Soit simplement en allant visiter les sites de ces foires, vous pouvez vous inscrire sur les newsletters. Ces salons internationaux font la promotion justement de ces nouveautés. Donc, n'hésitez pas à aller, le CIAL, etc. Donc, tout ce que je vous dis sera donc mis sur une diapo qui sera envoyée avec la présentation et vous aurez tous les liens, hein. Voilà. Et puis, sur les aspects réglementaires également, n'hésitez pas à aller sur notre plateforme, sur le site internet de notre programme Agrinfo, qui vous permettent de suivre en temps réel et abonnez-vous à la newsletter qui vous permet d'avoir en temps réel l'actualité de toutes les réglementations actuelles et voire futures, puisque la Commission européenne publie avant publication, met en place, propose aux autorités nationales, mais aussi aux particuliers ou aux entreprises de pouvoir donner leurs avis sur les nouvelles réglementations qui vont être prises dans les mois ou années futures. Voilà, nous avions également comment dirais-je,
une question qui était demandée par un producteur d'ananas par avion, voilà, qui cherchait à comment relancer son, ses exportations à la suite des difficultés rencontrées à la Covid. Ben, le meilleur moyen, c'est de rejoindre un groupe d'exportateurs existants. Et dans le pays où vous êtes, et qui est notamment le Cameroun, je vous invite à rejoindre Horticam, dont le vice-président, M. Jean-Marie Sop, est membre du Collet AD, et pour participer et construire la stratégie d'exportation avec cet organisme, pour être plus fort ensemble, soit vers l'Europe, soit vers l'Afrique, d'autres marchés africains ou le Moyen-Orient. Voilà. Et puis, n'oubliez pas également, pour conquérir les marchés, ben, il faut une bonne variété, une qualité, une régularité tout au long de l'année dans l'approvisionnement de ces marchés. Et puis, bien évidemment, être extrêmement précis dans l'application des réglementations concernant vos marchés. Voilà. Donc, hier, au cours de la présentation, on vous a donné donc des ingrédients nécessaires pour la réussite des exportations d'ananas africains. Et c'est ce que Alexandra le disait. Donc, on va lancer une étude sectorielle l'année prochaine pour aller plus loin dans ce domaine. Euh, voilà, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions pour l'instant. Euh, je crois que nous n'en avons plus. Je regarde si nous avons d'autres questions dans le chat. Alors, voilà, présentation. Voilà, donc je pense que nous avons répondu à l'ensemble. Est-ce que tous les types d'emballages sont vraiment adaptés à nos produits? C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Alors, ben écoutez, cette réglementation, il faut absolument bien la suivre. Alors, euh, les, les, la difficulté, c'est qu'il faut trouver effectivement des emballages qui soient compétitifs et qui répondent à cette réglementation, qui est celle de proposer des produits ou des emballages qui soient recyclables euh, et, euh, et effectivement et biodégradables, voilà, qui soient compatibles, éco-compatibles, on va dire. Voilà. Donc toute la difficulté, c'est de trouver cela et qu'il soit solide. Donc aujourd'hui, petit à petit, les fabricants d'emballages sont très, je dirais, au fait de cette réglementation, donc propose des innovations, et notamment dans les salons de l'emballage, de plus en plus, on voit des nouveautés qui apparaissent. Et donc, nous essaierons, nous, Collé AD, de vous informer des progrès et des propositions et des offres qui sont faites. D'ailleurs, je reviens à la plateforme Agri-Innovators parce que c'est une thématique qui a été développée lors du séminaire avec la PAFO. Il y a donc un, une thématique autour des emballages, donc je vous invite à vous y inscrire pour rester informé effectivement des progressions et des évolutions dans ce domaine. Et sachez une chose, c'est que les emballages, il y en a aussi en Afrique. Il y a aussi des entreprises, alors des grandes entreprises qui font des emballages classiques en carton, en plastique, etc. Mais vous avez aussi des innovants, des innovations qui sont faites à partir notamment des déchets agricoles. On propose des nouvelles choses. Donc, on tâchera de vous tenir informé de ces nouveautés. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions, mais si vous en avez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà, merci pour Alexandra pour le lien avec Agro Innovators. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. Vous avez notre adresse, c'est network@colid .link, hein, colead.link. Vous le mettez à l'attention du département information sur les marchés ou Market Insight et nous essaierons de répondre au plus vite à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention, d'avoir participé. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis le meilleur pour vos entreprises et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire que nous organiserons l'année prochaine en 2025. À bientôt, au revoir. Je finis juste pour vous dire qu'il y a
séminaire anglophone. Donc, ce séminaire-là sera également le 3 décembre, aura lieu en langue anglaise. Donc, si vous êtes intéressé aussi par revoir ce séminaire en langue anglaise, bah, vous êtes aussi les bienvenus. Et vous êtes les invités. Merci. Au revoir. Bon après-midi.